Diop, avec ses invités, commente l'actu, histoire d'approfondir et de mieux comprendre. Rumi Ménage reçoit ce dimanche l'écrivaine de génie Aminata Sofal, l'auteur de La Grève des Batous, du Revenant, de l'Appel des Arènes, entre autres, s'entretient avec Alassane Samba Diop sur son dernier ouvrage intitulé L'Empire du mensonge. Que recouvre l'Empire du mensonge? Quels sont les thèmes développés par l'auteur? Aminata Sofal sonde ce dimanche les cœurs et les rangs des Sénégalais entre 10h et 11h. Sur la radio de toute l'actualité. Dimanche 28 mai 2017, bonjour ou bonsoir à tous, selon le lieu où vous vous trouvez. Bienvenue à Rumi Ménage qui reçoit Madame Aminata Sofal, qu'on ne présente plus, romancière, femme de lettres, l'une des pionnières de la littérature africaine francophone, auteur de nombreux ouvrages, le dernier, La Grève des Battus, qui a reçu le prix de la littérature africaine d'Afrique noire en 1980, un livre traduit dans toutes les langues, enseigné un peu partout dans le monde. Alain Mamboukou, écrivain, disait dans son discours inaugural au Collège de France, disait de vous, madame, et vous considère comme la plus grande romancière africaine, fin de citation. Vous avez été aussi grand prix de la francophonie de l'Académie française. Vous venez de publier votre 11e ou 12e ouvrage, L'Empire des mensonges. En 2005, vous avez publié Festin de la détresse. Pourquoi ce si long silence? Bien, je vous remercie d'abord de m'avoir invité. Vous êtes la bienvenue. C'est avec plaisir que je viens dans vos locaux. J'ai toujours apprécié ce qui se fait ici. C'est un long silence, mais c'était pas un désert, parce que je n'ai pas produit de roman, je n'ai pas publié de roman, mais j'ai toujours écrit des textes de réflexion ou de conférences ou des commandes et de nouvelles. Et il se trouve aussi que quand on commence à être connu, on est appelé ailleurs, et ce n'est pas toujours confortable d'être ailleurs et de suivre une production continue, parce que là, même dans cet ailleurs-là, on bouge tout le temps, on visite des universités, on voyage à l'intérieur. C'est pourquoi je n'ai pas publié de roman depuis lors. Mais j'ai écrit pas mal de textes. Oui. Votre dernier livre qu'on a sous les yeux, il s'intitule L'Empire du mensonge. Pourquoi l'Empire du mensonge? Pourquoi le choix de ce titre? Oui, l'Empire du mensonge, parce que notre siècle ça donne à réfléchir. Parce que avant il y avait une bonne éducation. Et dans cette manière d'éduquer les personnes, c'est planétaire, au Sénégal c'est vrai, ailleurs c'est vrai, il y avait un sens de l'honneur par rapport à la vérité, à l'obligation d'être sincère, de dire ce qu'on pense, même si ça pouvait être désagréable, on le disait, dans les normes de respect. On peut ne pas être d'accord avec quelqu'un et le lui dire dans le respect. Mais le mensonge est devenu, comme je l'ai fait dire à un personnage, presque une gymnastique planétaire. Mais le point de départ, ce qui m'a poussé à écrire ce roman, c'est que il y a quelques années, j'ai ouvert un journal de la place ici au Sénégal, et un ambassadeur d'un pays étranger disait cela dans le quotidien national, parce que quand on lui a demandé mais qu'est-ce que vous pensez du pays, non, il a dit vraiment de très bonnes choses, voilà, l'accueil, la chaleur des habitants, la beauté des femmes et tout ça. Mais il dit le seul hic, c'est que ici personne ne vous dit la vérité. Textuellement, c'est comme ça qu'il l'a dit. Alors moi, ça m'a vexé comme sénégalaise, à ma qualité de sénégalaise. J'ai pris tout de suite, j'ai gardé la coupure et de
de ce journal. Et au fur et à mesure que le temps me permet, un jour, je me dis, bon, je vais développer ce sujet. Parce que je peux avoir plusieurs sujets en même temps, garder, faire un petit synopsis, et puis après, j'ai décidé de prendre celui-là pour le dire. Parce que de jour en jour, on se rend compte que le mensonge fait loi et même foi, n'est-ce pas, dans tous les domaines de la vie. Mais pourquoi le mensonge fait aujourd'hui foi ou loi? Il devient une gymnastique planétaire. Est-ce que c'est l'éducation qui s'est affaissée? Ce sont les valeurs qui sont perdues? Ou bien ce sont les parents qui ne font plus de travail qu'ils devaient faire à la maison d'abord avec les enfants? Voilà. Ce sont les parents qui ne font plus leur travail. Parce que l'enseignant, l'instituteur, son devoir, bon, sans doute, est parce que c'était inscrit dans les programmes, la leçon d'instruction civique. Quand vous entrez avant de notre temps dans une classe, vous avez une leçon de morale au tableau. Donc, moi, je mets tout sur le dos des parents. Parce que c'est aux parents d'inculquer les valeurs. Parce qu'un enfant, il faut le guider. Il ne faut pas le brutaliser, il ne faut pas le maltraiter, il ne faut pas l'insulter. Parce que tout ça, si on le lui fait, il perd l'estime de lui-même et il ne sera plus perméable à ce qu'on pourrait lui dire. Mais la meilleure éducation, je pense, c'est celle qui consiste à lui inculquer ça, vraiment en atteignant sa conscience. Et qu'une fois que cette conscience sera pleine, sera responsable, l'enfant pourra résister. Moi, je suis toujours... je ne comprends pas que quand, pour prendre l'affaire des pirogues, quand les gens partent coûte que coûte, n'est-ce pas, et qu'on dise c'est la pauvreté. Bon, quelle pauvreté? Quelle pauvreté? Parce que on est là pour nous, même sur le plan religieux, pour nous racheter d'un péché que nous avons commis et que on doit travailler pour nous racheter. Alors il y a ça, le travail est c'est obligatoire à chercher, parce que pour moi il y a pas néant, il n'y a pas de désert. Ça, quand on n'a pas les moyens, il faut travailler. Et ça aussi, c'est la perte de l'effort. C'est le fait que on ne peut plus se dire je dois travailler. On préfère tendre la main, et quand on tend la main, quand on va et qu'on laisse tout, et que on n'a qu'un réflexe, celui de s'enrichir, on ne réfléchit plus, et c'est contre ça que maman se dit que bon, il n'y a pas de raison qu'on puisse dire. La plupart des parents, pour expliquer un peu justement leur démission avec l'éducation des enfants, ils parlent justement de cette pauvreté qu'ils sont obligés d'aller sortir, d'aller chercher la pitance journalière. Est-ce que c'est un argument qui tient la route? Non, c'est un faux argument à mon avis, parce que ce sont les parents qui vont donner l'argent. Pour moi, c'est de la cupidité. Ils donnent l'argent. S'ils ne font pas d'argent, ils vendent leurs bijoux. Et une fois, j'ai rencontré dans une fondation, il y avait j'ai rencontré des personnes, des rescapés, parce qu'il y avait une conférence justement sur les pirogues. Et on disait, voilà, c'est parce qu'il y a la pauvreté, il n'y a pas de travail. Et moi, j'ai dit à ces personnes qui étaient là, et les mamans des rescapés étaient présentes. Je leur ai dit, mais il n'y a pas 3 semaines que la presse a rendu compte du fait qu'une personne a pris sa bicyclette, a visité 20 familles dans la région, empoché 1 million de francs, et empoché pour chaque famille, et empoché 20 millions de francs. Bon, je dis donc, il n'y avait pas de pauvreté. Cet argent-là aurait pu être investi. Mais il y a aussi, pour moi, un problème grave de manque de dignité. Parce que là où on va, ces personnes-là, ces continents, au début,
ils étaient comme nous. Ils avaient en face de la terre, les éléments, etc. Ils sont transformés. Ils ont transformé leur environnement. Et puis souvent, moi, je dis, quand on regarde ces personnes-là comme elles vivaient, nous sommes dans des conditions climatiques plus douces, n'est-ce pas? Mais donc, elles ont travaillé. Bon, alors, pour moi, c'est un manque de dignité de dire on va vers l'autre pour chercher à nous faire ou à nous refaire. Donc, mais tout ça, je pense que c'est parce que les parents ont fait faillite dans ce domaine de l'éducation. Mais d'où est parti ce manque de dignité dans nos pays? Parce que, comme vous l'avez dit, Israël, c'est un petit pays qui aujourd'hui exporte des fruits et des légumes. Le Sénégal est un vaste pays avec des terres arables à perte de vue, mais que les jeunes Sénégalais préfèrent aller immigrer à Europe, vivre dans des conditions extrêmement difficiles que de rester dans le pays et travailler la terre et se nourrir. Pourquoi? Mais parce que c'est, comme je dis, c'est le manque de dignité. Parce que quand on se dit que l'argent coûte que coûte, aller coûte que coûte, parce que ça, je l'ai très bien décrit dans Douceur de Bercail, parce qu'il m'arrive de les voir dans les milieux où ils sont, et qu'il m'est arrivé plusieurs fois, par exemple aux États-Unis, que des Sénégalais qui ont échoué me disent Madame Sow Fall, pourquoi vous ne parlez pas de notre cas? J'ai dit, mais c'est votre faute à vous, hein? Oui, parce qu'ils n'ont rien. J'ai rencontré une fois en Italie un garçon, il était mal en point quand il a vu dans la presse que je devais venir. Il est venu à la conférence où j'étais et il était vraiment mal en point. Il me dit, bon, moi je suis là, je fais des cultures dans les endroits les plus froids ici, n'est-ce pas? Bon, dans les serres, n'est-ce pas, au pied de la montagne. Mais je lui dis, qu'est-ce que tu cultives? Il me dit la tomate. Bon, je lui dis, bon, si tu étais au Sénégal, tu serais allé dans les Niayes, tu aurais eu ton champ, ton jardin. Ou dans le Gagnol. Voilà, c'est ça. Mais ce garçon-là, il a fini par la drogue et malheureusement, il est mort il y a quelques années. Voilà. Alors, les parents, pour moi, sont les principaux responsables. Oui, mais le problème fondamental, on est dans un pays quand même dit religieux, où il y a des références religieuses, l'islam, le christianisme, entre autres, qui éduquent. Normalement, si on suit les écrits, le culte du travail. Mais on a l'impression que souvent, on est à côté de ce que disent les livres. Oui, ça c'est perdu, le culte du travail. Parce que il y a l'argent. Et tout le monde cède à l'argent, disons, au pouvoir de l'argent. Ça a été le thème de mon premier roman. Si je n'avais pas observé ce phénomène, je n'aurais jamais rien écrit. Parce que je me suis absentée pour toutes mes études de 1962 à 1969. Bon, je suis venue de temps en temps en vacances, mais j'observais que l'argent était devenu la valeur V majuscule et que tout le reste, ça ne comptait pas. Mais en plus, ce qui comptait, c'était de se pavaner, de montrer qu'on est riche, qu'on a les moyens. Mais ce qui était encore plus grave pour moi, c'est que il n'y a que ceux qui pouvaient s'exposer avec leur richesse, qui faisaient la parade, qui étaient respectés. Quand quelqu'un n'était pas riche, on ne le respectait pas. Moi, je n'ai pas connu ça. On voit quand les gens qui n'avaient pas les moyens, d'abord, il y avait le réflexe de partager, sans les exposer, sans attendre qu'ils viennent, voilà, Wunisen Sutura, comme on dit en Wolof, n'est-ce pas? Et là, quand je suis venu, j'ai vu ça, et un jour, je me pose la question, est-ce que une personne qui est honnête, qui travaille, une brave personne, femme ou homme, qui n'a pas les moyens, est-ce qu'il vaut moins que
celui qui expose ces richesses-là qui sont d'ailleurs dont l'origine est douteuse. C'est ça, c'est ce questionnement auquel je m'étais proposé pour mais votre questionnement semble rejoindre Samuel Ousmane dans son livre Le Mandat, dans son film Le Mandat qu'il a sorti en 1966, où il disait au Sénégal, l'honnêteté est devenue un délit. Oui, c'est ça, mais c'est parfaitement, parce que si vous êtes honnête, ou même on vous considère comme bon, spécial, n'est-ce pas? Et voilà, on se laisse aller à toutes les combinaisons possibles pour gagner de l'argent n'importe comment. Mais est-ce que le mal n'est pas aussi, comme on l'avait dit encore, dans les maisons où par exemple les parents considèrent l'enfant qui a réussi, qui a plus d'argent, il est plus considéré dans la famille que les autres qui n'ont pas pu avoir quelque chose. Oui, c'est cela. C'est pas là-bas que ça. Mais ça vient dans les maisons parce que c'est dans les maisons que les parents ont démissionné. Une fois qu'on a démissionné et que après on ferme les yeux, l'argent n'a plus d'odeur. Ici au Sénégal, on dit xaalis doo ko liggéey da nga koy lijjanti, n'est-ce pas? Avec tout ce que ça comporte. Connotation péjorative. Voilà, c'est ça. Alors, ce sont les parents. Moi, je mets au regard de leur responsabilité, ce sont les parents qui sont les plus responsables. C'est leur faute parce que c'est aux parents de bon. Avant, évidemment, on ne va pas dire que tout était parfait, que dans toutes les familles, parce que nous sommes des êtres humains et il peut y avoir des brebis galeuses dans toutes les sociétés, n'est-ce pas? Mais en général, le rôle des parents, justement, c'était de construire un édifice de valeurs et des principes que personne dans la communauté ne pouvait dépasser, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on parle de modernité dans nos pays. On constate qu'aujourd'hui, que ceux qui sont devant la scène, c'est souvent la classe politique. On va vers des élections. Vous regardez très bien ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui. Les coalitions se multiplient, les listes se multiplient. On entend rarement des gens parler des Sénégalais et de programmes, comment sortir le Sénégal de la misère, comment faire avancer le pays. Est-ce que le mensonge dont vous parlez, il n'est pas un peu ancré sur ces hommes politiques qui passent pendant la journée à raconter des histoires? Le soir, ils sont devant la télévision, ils regardent quand même, excusez-moi le terme, leurs mensonges devant leurs enfants. Oui, parce que tout ça, c'est parce qu'on veut devenir riche. On fait la politique pour être riche ou pour être quelqu'un. C'est comme ça que je les entends, parce que je les entends, je les écoute, je les observe. Ou alors, je veux des responsabilités. Alors moi, cette phrase-là, ça me fait... Bon, parce que je trouve que chacun, à l'endroit où il se trouve, a des responsabilités, a le devoir d'avoir des responsabilités. Mais quand ils disent, bon, sans formation, sans éducation, sans expérience, on adhère à un parti politique. Si on vous nomme pas, vous à comme ils disent, on vous donne pas, parce qu'ils disent je veux une responsabilité. Moi, je pense que le paysan, dans sa modestie et dans sa conscience, sa dignité, et qui a un champ de pommes de terre ou d'arachide ou autre, qui lit son destin et sa dignité au fait de pouvoir sortir de la terre un produit de qualité. Je pense que ça, c'est une responsabilité noble, n'est-ce pas? Mais dire, il faut qu'on me nomme, même si vous n'avez pas les capacités, les compétences pour, disons, honorer ces responsabilités dont vous parlez. Mais pourquoi donc les populations semblent adhérer à ce discours de mensonge qui leur est destiné? On ne voit pas de réaction en profondeur pour rejeter. Par exemple, on voit la transhumance au Sénégal, comment ça se passe. Aujourd'hui, on est avec le parti au pouvoir, demain on change de parti au gré des intérêts. Le danger de tel comportement, c'est que ça finit par annihiler toute
réaction, ça veut dire que là, tout le monde est dedans. Disons, paralyser tous les réflexes, n'est-ce pas, qui auraient pu constituer des réactions contre ça. Donc, tout le monde, c'est comme aussi même les phénomènes de mode et tout ça. On finit par être tout à fait insensible à ce que même l'on fait et ce que l'on veut. Je pense, moi, je vois ça. Le danger, c'est que on devient une masse, n'est-ce pas? Petit à petit, on est amené dans des dérives. Et bon, on s'en accommode. Et il n'y a plus à ce moment-là la capacité de réfléchir. La conscience est inhibée. C'est ça le problème. Quand la conscience est inhibée, que la conscience ne vous réveille pas de temps en temps, on arrive à ce genre de situation. Et les conséquences de tout cela dans un pays comme le Sénégal, où on parle de plus en plus de découverte de pétrole, de gaz, de ressources naturelles. On a vu ce que cela a fait dans d'autres pays. Quand on est dans une classe politique aujourd'hui qui est incapable de tenir un discours cohérent pour les populations, est-ce que c'est un danger aujourd'hui? Ça peut créer de l'endemain incertain? Oui, c'est un danger. Moi, je vous dis très honnêtement que le jour où j'ai entendu à la radio qu'il y a du pétrole vers Saint-Louis, moi j'ai dit, moi je n'aimerais pas. Les gens me disent, mais pétrole, je dis non, moi je n'aimerais pas qu'il y ait du pétrole parce que il faut se servir, il faut se rappeler toujours l'histoire de telle ou telle chose. Moi, je me disais que bon, d'abord les personnes ça gâterait parce que moi je dois dire que avant la lettre je suis écolo, n'est-ce pas? Parce que pour moi la nature, on ne doit pas la salir, on ne doit pas la blesser, il faut la respecter parce que la nature vit, c'est des éléments, c'est des souffles vivants et qui ont besoin aussi d'être protégés. Et j'ai même une fois organisé une conférence là, à Saint-Louis sur ce thème-là. Donc, environnement, création et vie pour recréer la grande harmonie. C'était le thème de cette conférence-là. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas que nous gâchions notre environnement. Il faut toujours que notre interdépendance, parce que c'est ça le thème de la conférence. La nature dépend de nous et nous dépendons de la nature. Mais aujourd'hui, par rapport à cette question bien précise, où l'on voit les dégâts que ces ressources sont créées dans d'autres pays, du point de vue des guerres civiles, entre autres, dans un pays où vous avez 14 millions peut-être spécialistes en pétrole, 14 millions d'entraîneurs, où les Sénégalais sont spécialistes de tout. Pardon? Où les Sénégalais sont spécialistes de tout. Est-ce que c'est pas un danger pour porter par des gens qui ne connaissent pas ce qui se passe? Ça, c'est le défaut ce sont nos défauts. Que nous sommes spécialistes de tout et qu'on entend aujourd'hui quelque chose et demain son contraire. Et malheureusement aussi toujours sur des fonds de disputes, d'insultes, d'accusations. Ça aussi, moi, je pense qu'on devrait adoucir le discours politique parce que s'insulter du matin au soir parce qu'on a des opinions différentes, je pense que c'est pas le meilleur exemple que nous pouvons donner à nos enfants. On peut tout dire, toute sa colère, on peut dire tout son mécontentement sans jamais être amené à insulter, à brimer, à jeter l'opprobre sur l'autre. Parce que ce qui fait notre honneur à nous tous, c'est le sens de respecter d'abord l'autre et en même temps de dire ce que l'on pense. C'est le débat d'idées et que l'esprit l'emporte sur la passion et sur la méchanceté. Aujourd'hui, la société sénégalaise semble être envahie par des réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, entre autres. On voit les dégâts que ça a causé. Par exemple, aux États-Unis, ça a permis à un certain Donald Trump de venir trôner à la présidence des États-Unis, avec toutes les inquiétudes que ça a créé à travers le monde. Est-ce que aujourd'hui, avec la démission des parents et la prolifération de ces réseaux sociaux, ça constitue un danger supplémentaire? Oui, bien sûr.
à plusieurs niveaux. Moi, je ne suis dans aucun de ces réseaux sociaux parce que je dis que parler en société, parler avec parce que nit mooy garabam, n'est-ce pas? Parler et sentir la chaleur humaine, n'est-ce pas? C'est ça qui me rassure, parce que ces réseaux sociaux, bon, je ne les condamne pas parce que c'est notre époque, c'est la vitesse, c'est le confort d'échanges rapides et tout ça, mais ça a un prix. Le prix, c'est que qu'on le veuille ou non, ça nous déshumanise. Est-ce que les enfants aujourd'hui, vous ne pensez pas que la plupart justement de l'éducation qui devaient recevoir des parents, ces causeries qui devaient avoir avec leurs parents, des moments que vous avez décrits dans votre livre, où à l'heure du déjeuner, on s'assied ensemble, les gens discutaient, échangeaient, et que les enfants puisaient beaucoup dans ces conversations qui permettaient aujourd'hui d'affronter le monde, que ça s'est transformé dans les réseaux sociaux? Mais on parle de réseaux sociaux, mais il n'y a plus de sociabilité, à commencer dans la famille. Parce que chacun a sa tablette, son téléphone, avant c'était la télévision, aussi la vie familiale. Une fois qu'on se retrouve ensemble et qu'on parle et qu'on établisse un dialogue permanent, ça c'est très très important. Ça soude une famille. Mais les familles maintenant, justement, est-ce qu'on peut dire que ce sont de vraies familles parce que chacun a sa préoccupation, chacun est dans des réseaux sociaux, chacun est ailleurs et ça ne fait pas, ça ne soude pas, parce que ce qui est le plus important dans une famille, justement, c'est cette unité. Bon, chacun a sa personnalité, hein. C'est pas un bloc insensible où personne s'occupe. Au contraire, ça communique. Mais ça communique dans le sens de l'affection, de l'appartenance qui n'est pas rejet de l'autre, mais donc dans la construction d'une identité, de vivre ensemble, de s'aimer ensemble, de s'opposer par les idées ensemble, parce que aussi ça doit pas être un bloc rigide où personne ne tient compte de la vie de l'autre. Mais tout ça peut s'opérer dans une famille. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, je pense que on parle de réseaux sociaux, mais moi je préfère la sociabilité humaine, palpable, qui nous permet toujours de nous ressaisir. L'autre fois, je faisais à l'occasion d'une conférence à travers l'internet, et un étudiant me pose la question, nital garabam, parce qu'ils ont vu ça dans mes... Je dis oui, je leur dis, mais vous, qu'est-ce qui vous arrive quand des catastrophes surviennent chez vous? Je dis bon, on va chercher le psychologue. Alors je leur dis, chez nous, le psychologue, c'est pour chacun, c'est chacun de nous. Parce que quand il y a des dangers, la douleur, la souffrance, vous aurez toujours à côté de vous quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, il peut arranger des situations difficiles entre des couples, entre des membres de la famille, entre des membres de la société. On vous raisonne et ça vient du cœur, de l'oreille au cœur. Et c'est ça notre psychologue, ce que le psychologue fait. Même chez vous, nous, le dialogue permanent et l'assistance et le fait de sentir l'autre toujours à côté de nous, c'est encore plus efficace que les psychologues. Ils ont accepté. Je rappelle que vous suivez Revue Ménage qui reçoit Madame Aminata Sow Fall qui vient de sortir son livre L'Empire du mensonge dont nous parlons. Madame, vous parlez tantôt de solidarité entre les familles. Nous avons lu une interview de Souleymane Faye, qui est un grand chanteur sénégalais, qui analysait un peu la société sénégalaise en disant qu'il a constaté qu'aujourd'hui, quand vous tombez malade, on s'occupe moins de vous. Et quand vous passez vie à trépas, et si vous mourrez, il constate qu'on dépense plus d'argent pour les funérailles
que cet argent aurait pu servir à vous soigner quand vous étiez malade. Oui, ça c'est un phénomène qui est devenu courant. Moi, j'ai vu beaucoup d'exemples, pas de gens que je connais, mais je les entends dans les médias dire, voilà, quand une personne, ce sont les gens, les intéressés qui le disent, ils ont beaucoup de mal à se soigner, à acheter leur ordonnance, mais dès qu'ils meurent, alors c'est la fête, n'est-ce pas? Les gens organisent presque la fête pour organiser les funérailles. Alors ça c'est terrible, c'est inhumain à mon avis. Mais est-ce que c'est pas ça qui traverse aujourd'hui nos cérémonies qui étaient avant des cérémonies de solidarité, de générosité, mais aujourd'hui quand vous allez à des funérailles, peut-être le premier jour on va se rappeler qu'il y avait mort, mais après c'est la fiesta toute la semaine. Oui, parce que c'est l'argent. Bon, ça aussi je l'ai montré dans plusieurs de mes livres. Lorsque par exemple Bakar, on pense qu'il est mort, n'est-ce pas? Quand sa sœur l'a poussé on pense qu'il est mort et qu'après ils font les avis de décès kilométriques et que l'argent se met à pleuvoir à ce moment-là et que Bakar a eu l'idée d'attendre de se faire de feindre qu'il était mort, qu'il s'est noyé. Et c'est à ce moment-là que donc il fait éruption dans la chambre pour dire que voilà, il vient prendre l'argent sur des funérailles. Et c'est vraiment triste et inhumain. Mais pourquoi aujourd'hui on en est arrivé là, à cette situation? Est-ce qu'il y a des solutions par rapport à cette société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, où l'argent est devenu l'étalon, où le respect se conquiert par l'argent, pas par les valeurs, pas par autre chose? Oui, il y a des pour moi, on ne peut pas ne pas trouver des solutions, mais il faut le vouloir. Je pense que ça fait une vague très forte qui envahit les populations, les esprits et tout cela. Mais encore une fois, pour moi, tout doit passer par l'éducation. On le voit, heureusement d'ailleurs, ce n'est pas tout le monde qui cède à ces tentations inhumaines, parce que quand on perd un être, un parent, un ami, une connaissance, on doit, je pense, le sentir au fond de soi-même, mais attendre simplement que l'argent vienne meubler le vide, ça c'est triste. Est-ce que c'est pas l'élite qui devait donner le bon exemple? L'élite sénégalaise, les hommes politiques, ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont considérés comme étant les miroirs de la société, qui devaient donner le bon exemple? Oui, mais peut-être que eux, ils n'avaient pas été aussi éduqués à ça. Ça doit être un programme, à mon avis, national, de reprise de notre sensibilité, de reprise, d'apprentissage à nouveau de nos valeurs. Et si ça s'établissait, par exemple, aussi l'instruction civique, parce qu'avant aussi dans les écoles, il y avait ça, l'instruction civique. Ça n'existe plus. Un bon matin, on a effacé l'instruction civique. Les enseignants n'ont plus le temps, n'est-ce pas, d'aller aussi d'apprendre la morale. En fait, les programmes changent. Ce n'est pas plus à eux. Parce qu'avant, un instituteur, dans un quartier, il ne s'occupait pas seulement de transmettre la connaissance. Il prenait en charge justement le comportement de l'élève, même en dehors de sa classe. Et quand il rencontrait par hasard un de ses élèves qui vadrouillait dans la rue, il avait le droit. Et même les autres membres du quartier et tout ça, et des parents lointains qui voient l'enfant, ils accomplissaient leur devoir d'éducation, parce que le devoir d'éducation incombe à n'importe quel autre citoyen. Mais c'est ça qui n'existe plus.
On est dans des clans divisés par la politique, divisés parfois par les croyances, etc., etc. Et c'est ça qui fait que nous, je vais utiliser cela, que nous perdons pratiquement le Nord, n'est-ce pas? C'est ça le grand fléau qui guette nos sociétés. Mais est-ce que cela n'est pas dit quelque part au fait qu'il y a une défaite mentale, psychologique de nos populations vis-à-vis du modèle qui vient de l'extérieur, de l'Occident, qui est passé par la culture, par la télé, par les films? Les Américains dominent le monde pas par les armes, c'est par le cinéma, entre autres, et que nous ne puissions pas proposer quelque chose pour résister, justement. Oui, ça, moi, je le dis depuis 30 ou 40 ans. Quand certaines personnes se désolaient de l'influence de Dallas, et que, voilà, les telenovelas aujourd'hui. Voilà. Et que certaines personnes parlaient de censure. Moi, je suis contre la censure. Je dis non, il ne faut pas censurer. Il faut qu'il y ait des moyens de production à notre niveau et proposer des spectacles qui enseignent justement nos valeurs. Parce que si vous interdisez ou si vous censurez, l'enfant ira avoir. Tout ça, je reviens à l'idée de conscience. Parce que c'est une conscience qu'on construit. C'est la conscience d'inculquer ça au plus profond de l'enfant et de tout le monde, n'est-ce pas? Pour que quand des choses comme ça arrivent, vous puissiez résister. Je racontais hier ou avant-hier, lorsque je lisais un livre et que mon frère arrive, alors que j'avais le livre, dedans, il y avait dans le titre « Désert de l'amour », n'est-ce pas? Mais quand il est venu, parce que c'est moi, il y a le mot « amour », j'ai eu le réflexe il me dit « Qu'est-ce que tu lis ?» Je lui pose ça, parce qu'il n'y avait rien de charnel ni rien. Il prend le livre, il me dit « Lis », il lit, il sourit, il me dit « Lis tout ce qui te passe entre les mains ». Mais ça, justement, il faut forger l'enfant, le formater de telle sorte que même quand il lit ces choses, il n'ira jamais dedans, mais en tant qu'être humain, il saura comment marche le monde. Mais est-ce que c'est pas là-bas que nos dirigeants n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire, cette conscience qu'on devait inculquer aux enfants et un peu partout pour qu'on prenne conscience justement de cet envahissement entre guillemets qui vient de l'extérieur, qu'il faut s'ouvrir, mais tout en restant enraciné, qu'on a l'impression qu'aujourd'hui que la culture qui devait être peut-être l'un des vecteurs de l'économie, même de toute une vie, n'a pas sa place qu'elle devait avoir dans nos pays. Et que vous-même en tant qu'écrivain, que vos livres sont peu diffusés par rapport à ce qui vient de l'Occident. Oui, mais moi, toujours, je ne dis pas c'est la faute des dirigeants. C'est la faute aux parents. Parce que c'est le premier centre d'éducation, de surveillance des enfants, c'est la famille, n'est-ce pas? Il ne faut pas laisser nos responsabilités aux dirigeants. Les dirigeants, bon, ils font... Ils viennent des maisons. Ils sortent des maisons, les dirigeants. Voilà, oui, ils viennent des maisons, mais enfin, le parent ne doit pas se décharger sur le dirigeant, parce que les dirigeants, bon, en général, ce sont des gens occupés par leur politique, par leurs ambitions et tout cela, n'est-ce pas? Peut-être aussi qu'ils ont occupé de leur famille, mais ce sont les parents qui doivent éduquer leurs enfants de cette sorte que le jour où ils se trouveront en tant que responsables dans des situations où l'argent est là, hein, ils ne vont jamais détourner cet argent parce que leur conscience, ils ne vont jamais détourner des caisses, ils ne vont jamais faire en tout cas certaines choses parce que ils sentent que ça le déshonore et que c'est interdit par la morale. Mais est-ce qu'on n'est pas dans une situation aujourd'hui où même les parents ont besoin eux-mêmes d'être éduqués? Oui, mais c'est justement ça, parce que c'est une chaîne de génération, c'est une chaîne, n'est-ce pas? Là, les parents ont besoin, mais il faut quand même des
disons, des autorités fortes, comme des autorités religieuses, sociales, etc., des chefs de famille, des chefs de confrérie, des chefs les régulateurs sociaux, là, n'est-ce pas? Ce sont tous qui doivent mettre la main à la pâte. Mais dire que les dirigeants doivent faire ça, moi je ne suis pas dans ce... Mais est-ce que vous n'avez pas peur que ces régulateurs sociaux eux-mêmes soient atteints par cette maladie dont on parle? Parce qu'aujourd'hui, les marabouts qu'on voit actuellement, ce n'est plus les Serigne Touba, les Serigne Babacar Sy, Raj Malick Sy qui apprenaient le travail, qui se nourrissaient de leur front. Aujourd'hui, ce qu'on a constaté chez nous, nos marabouts sont devenus aussi des mercantilistes. Vous savez, les régulateurs sociaux, avant, ils obéissaient aux mêmes valeurs que parce qu'ils étaient des censeurs. Et moi, j'en ai vu de vrais. J'ai grandi avec de vrais, de responsables. Mais ces gens-là, moi, je n'en ai jamais vu qui ont trahi, n'est-ce pas? Il y en a de moins en moins maintenant. Voilà, qui ont trahi. J'en ai jamais vu qui ont menti. J'en ai vu parce que c'est pas par hasard qu'avant, lorsque les gens allaient à la guerre, lorsque la guerre, parce que ça faisait partie de la vie, n'est-ce pas? Ce sont ces régulateurs sociaux qui étaient à côté. Mais jamais il ne leur est arrivé de faillir. Et là où ils devaient mourir, ils ne fuyaient pas. Et ils racontaient après cela l'histoire de nos sociétés, s'ils étaient saufs, s'ils avaient échappé à la guerre, n'est-ce pas? C'est ça qu'on apprend dans les livres d'histoire, et c'est vrai. Ils n'iraient jamais dire des choses qu'ils ne connaissent pas, réciter des généalogies qui sont fausses, n'est-ce pas? Jamais. Ils n'auraient trahi. Surtout, ils n'auraient jamais trahi. Parce que la trahison, c'était l'opprobre qu'il ne fallait jamais de la vie faire, n'est-ce pas? Alors voilà, maintenant tout ça, malheureusement, se perd. Mais heureusement, en tout cas, moi, j'en vois encore. J'ai vu de rares prototypes, mais qui existent et qui sont restés admirablement fidèles à leurs idéaux. Parce que aussi, ce pas des gens qui étaient formés sur le tas. C'était des gens, justement, à qui on avait inculqué ça. J'en ai demandé, j'ai posé la question une fois à l'un d'eux. Mais comment est-ce que vous appreniez l'histoire, notre histoire orale? Alors, l'un d'eux m'a dit, nous, on apprenait ça comme on apprend le Coran. Et au même titre aussi, ils apprenaient le Coran, parce que souvent, c'était des gens très, très instruits dans la religion, n'est-ce pas? Il m'a dit, des fois, à 3 heures du matin, notre maître, donc, il leur apprenait l'histoire, nous réveille et nous dit, dis-moi telle lignée, parle-moi de telle lignée. Mais que lorsqu'ils avaient commis une petite faute, ils étaient sévèrement punis, n'est-ce pas? Alors donc, ces gens-là étaient éduqués dans le sens de la fidélité, dans le sens aussi du savoir. C'était un savoir vraiment qui se transmettait. C'était pas que à des rencontres hasardeuses prenaient cette leçon d'histoire et l'appliquaient à quelqu'un qui n'en était pas dépositaire. Voilà. J'ai vu de très beaux exemples. Y en a qui... Mais le constat, ce sont ces exemples-là ne sont pas montrés à la jeune génération pour qu'ils puissent avoir un socle. De plus en plus, ce qu'on montre à la télé aujourd'hui et ce qu'on met en avant, c'est justement ceux qui sont dans l'empire des mensonges. C'est vrai, ça c'est vrai. Vous avez parfaitement raison et je pense que c'est ça qui pose problème.
il faudrait peut-être que ces gens-là soient beaucoup plus visibles pour donner ou bien expliquer ce que le Sénégal était, ce qu'il a vécu, pour que les enfants demain puissent avoir des références, c'est ça? Oui, c'est ça. Peut-être qu'il devrait voir. Bon, peut-être que l'idée serait peut-être de réformer une école, n'est-ce pas, où ces personnes-là pourraient passer leurs leçons, parce que c'était des écoles pour eux. C'était pas le hasard où chacun improvisait. Non, c'était une vraie séance qu'on leur séance. J'en connais encore que je rencontre assez souvent, pour qui l'argent, non. Ils n'iraient jamais trahir pour de l'argent. Ils n'iraient jamais mentir pour l'argent, parce qu'ils portent ça dans leur chair, et que si jamais il leur arrivait de faillir, bon, ils pensent qu'ils en perdraient toute leur valeur. Cette histoire, elle est orale, elle n'est pas peut-être transcrite, écrite pour qu'elle puisse se transmettre de génération en génération. Mais nous, l'histoire que nous apprenons à l'école, c'est l'histoire de défaite. Que Lat-Dior a été battu, que Faidherbe a colonisé, que Béhanzin a été battu. C'est cette histoire-là que les enfants apprennent à l'école. Est-ce que vous ne pensez pas qu'ils grandissent avec cette histoire de défaite, qu'ils grandissent avec la défaite, ça aussi, confiance? Parce que le mensonge, c'est pas nous. C'est aussi l'histoire créée par les autres. Créée par les autres. L'école William Ponty, à l'école William Ponty d'antan, qui est une école prestigieuse par excellence. Le colon demandait à certains de ses élèves d'écrire sur nos ancêtres, n'est-ce pas, qui commandaient avant, mais c'était pour les présenter comme des tyrans, les présenter comme des sanguinaires. Et c'était pas ça. Et c'est ça qui a produit en fait des pièces de théâtre à l'époque, où on voit ce que vous dites là, une histoire tout à fait déformée. Falsifiée. Est-ce que c'est pas justement ces histoires falsifiées qui sont ancrées dans la tête de nos enfants, qui font qu'ils sont dans une sorte d'illibation? Parce qu'aux États-Unis, quand un enfant naît, on lui dit que l'Amérique, c'est le meilleur pays du monde. Il grandit avec ça, il a un esprit conquérant. Mais dans nos pays, c'est... Oui, mais disons que là, ce sont les héritiers directs, n'est-ce pas, qui transmettent ce message. Et il n'y a pas eu de transition où l'on pouvait redresser ça de manière continue, n'est-ce pas? Et ça, c'est dans tous les domaines. Dans tous les domaines, parce que il faisait faire des recherches scientifiques aussi sur la pharmacopée, n'est-ce pas? Mais il ne disait jamais, il y a de bonnes leçons, n'est-ce pas, de pharmacopée africaine, mais eux, ils prenaient ça, ils ne disaient pas aux élèves, parce qu'ils leur disaient qu'est-ce qui soigne ceci, là. J'en ai vu, je connais quelqu'un qui approche ses 100 ans, n'est-ce pas? Et lui, il en a produit de ces recherches-là. Mais il prend. Et il m'a dit que la dernière information qu'il a eue de tout ce travail de recherche qu'il avait fait, c'était dans une bibliothèque prestigieuse d'un pays de l'Europe, n'est-ce pas? Alors donc voilà, tout ce qu'il nous cachait, ce que nous n'avions pas encore le moyen de découvrir, et que ces étudiants, ces élèves avaient découvert. Et bon. Mais tout ça, je pense que aussi si on faut pas être vouer sa vie à se plaindre de ça. Il faut réagir contre ça. Il faut se battre, n'est-ce pas, et reprendre toutes ces recherches vraiment prodigieuses et précieuses, et les reprendre mettre les moyens. Alors là, l'État doit mettre les moyens pour que des recherches soient effectuées sur toutes ces richesses, pas seulement l'argent, mais toutes ces richesses, tout ce que nous pouvons faire, parce que nous sommes persuadés qu'on ne peut pas.
tu veux entreprendre quelque chose, on te dit, ah non, ici c'est pas possible. Alors que tout est possible, parce que tant qu'on a la force physique, tant qu'on a l'esprit, tant qu'on a la volonté, et tant qu'on est motivé par cet élan de dignité et d'honneur qui doit habiter tout être humain, tout devient possible. Aminata Sow Fall, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de la RFM, surtout à Rémi Ménage. Je rappelle que vous êtes romancière, femme de lettres. Vous êtes l'une des pionnières de la littérature africaine francophone, auteur de nombreux ouvrages. La Grève des Batous, qui a reçu le Grand Prix littérature Afrique noire en 1980. Un livre traduit dans toutes les langues et enseigné un peu partout dans le monde. Et que vous avez publié aussi votre dernier livre qui s'appelle L'Empire du mensonge, édité par les éditions Koudia. Merci d'avoir été avec nous. La technique Abdoulaye Diop, Mekoura Alassane Samba Diop. Nous profitons de cette émission pour vous présenter nos condoléances suite au décès de Jean-Karim Fall, qui est votre neveu, qui est notre grand frère, un grand journaliste éminent, à qui nous rendons hommage. Et d'ailleurs, je dédie cette émission à Jean-Karim Fall. Merci. Au revoir. I love RFM. I love RFM.